France 24, LCP. Public Sénat présente. Merci de nous rejoindre dans cette rentrée pour l'Union européenne avec plusieurs crises à gérer. On en débat cette semaine et pour faire face à ces crises, l'Europe paraît plutôt affaiblie. Affaiblie d'abord pour des raisons politiques, alors que la France, deuxième puissance du club des 27, navigue à vue sur son gouvernement et son budget. Et puis sur le plan géopolitique, l'Union européenne est aussi à la peine pour soutenir l'Ukraine efficacement et obtenir une paix durable. Les Européens restent à la merci du président américain Donald Trump. Et enfin, ils sont divisés et inaudibles face au drame de Gaza. Alors l'Union européenne, quel numéro de téléphone en cas de crise? Quelle image renvoie-t-elle à sa jeunesse? Europe puissance ou en puissance? Nous en parlons tout de suite avec trois invités. Et oui, on accueille Sylvain Kahn. Bonjour. Bonjour. Vous êtes chercheur au Centre d'histoire de Sciences Po et vous publiez cette année un livre intitulé « L'Atlantisme est mort, vive l'Europe » aux éditions de l'Aube. Et puis on accueille également Christophe Préau. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur du site d'information de référence Toute l'Europe. Aurore Laloux, merci d'être avec nous. Vous venez juste d'être élue présidente des Jeunes Européens pour la France, une association rassemblant des citoyens de 16 à 35 ans pour défendre le projet européen et la démocratie. Alors, première question, Sylvain Kahn, effectivement, selon vous, comment vous qualifieriez l'état de cette Union européenne en cette rentrée, notamment avec une situation politique chaotique en France ? C'est sûr que la situation que vous décrivez en France... je pense qu'elle affaiblit davantage la position de la France au sein de l'Union européenne, c'est-à-dire sa capacité à prendre des initiatives que l'Union européenne elle-même. Il y a des interrogations sur la majorité parlementaire. Néanmoins, il y a toujours un État français, il y a toujours un président de la République qui siège au Conseil de l'Union européenne. Donc, je ne suis pas sûr que ça ait des conséquences très importantes sur la manière dont l'Union européenne est perçue et dans le monde et en Europe elle-même. Christophe Préau, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que cette crise politique en France, ça peut avoir un impact sur l'affaiblissement de l'Union européenne, d'autant qu'Emmanuel Macron est un des défenseurs historiques du projet européen? La position de la France n'affaiblit pas la puissance et la force de l'Union européenne. Et puis, la France, elle n'est pas non plus affaiblie, pour moi, au sein de l'Union européenne. D'abord, le contexte aujourd'hui international lui donne plutôt une voix majeure, puisque la France, rappelons-le, est le seul pays de l'Union européenne à posséder l'arme nucléaire. C'est le seul pays à siéger au Conseil de sécurité de l'ONU. Ce qui fait qu'aujourd'hui, dans le contexte de guerre en Ukraine, ça lui donne une position, justement, de force. On voit bien la coalition des volontaires, ou toutes les réunions autour de l'industrie de défense et comment l'Union européenne peut bâtir aussi une défense, elle se fait en leader avec Emmanuel Macron et aussi avec Keir Starmer, le Royaume-Uni, l'Allemagne et la Pologne. Donc, plutôt que de parler pour moi de la France au sein de l'Union européenne, est-ce que ça affaiblit l'Union européenne, je parlais plutôt des tensions. Je veux dire, aujourd'hui, je pense que dans l'histoire moderne de l'Union européenne, disons depuis le traité de Lisbonne, on n'a pas eu autant de foyers de tensions autour de l'Union européenne. Alors justement, comment la jeunesse européenne ressent cette rentrée? Est-ce que vous êtes toujours fiers d'être européen? Je vois que vous avez mis votre t-shirt des jeunes européens, où vous en êtes inquiet? Écoutez, moi, effectivement, je suis là pour représenter la voix des jeunes. Je dirais qu'on est à la fois fiers et inquiets. Fiers parce que le projet européen, il faut le rappeler, est né après la Seconde Guerre mondiale. Il est né sur un champ de ruines. Et donc, c'est un projet européen qui a été construit pour la paix, pour faire en sorte qu'elle ne se... et qui est entouré de guerre aujourd'hui, finalement. Voilà. Donc, ce que j'allais dire, effectivement, c'est que aujourd'hui, ce projet européen, il n'est pas acquis. Il faut qu'on continue à se battre pour préserver la paix, qui est aujourd'hui aux portes de l'Union européenne, qui est en Europe, avec la guerre en Ukraine. Ce qu'on dit aussi, nous, les jeunes, c'est qu'on est préoccupés parce que l'Union européenne, elle est menacée aussi de l'intérieur, avec la montée d'idées de pouvoirs extrémistes, de pouvoirs extrémistes qui arrivent et qui profitent de ce sentiment anti-européen et qui vont effectivement promouvoir des idées comme les replis sur soi. On le constate depuis ces dernières années, avec notamment, par exemple, je le cite, le retour des contrôles aux frontières de certains pays,
on est très inquiets. Et donc nous, notre idée aux jeunes Européens, c'est ça. C'est en fait de rappeler aux citoyens qu'il faut se battre et que le projet n'est pas... Alors beaucoup d'inquiétudes, notamment avec la guerre en Ukraine, qui reste l'une des priorités de l'Union européenne en cette rentrée. Jeudi, le président français Emmanuel Macron a réuni ce qu'on appelle la coalition des volontaires. C'est dizaines de pays, il y en a une trentaine au total, notamment des pays européens, qui soutiennent militairement l'Ukraine et qui sont prêts à apporter à l'avenir des garanties de sécurité à l'Ukraine en cas de paix. On va écouter sur ce point le président français. Mon seul message ce soir, c'est le travail extrêmement intense des dernières semaines et de vous dire en effet que nous sommes prêts pour ces garanties de sécurité, que l'Europe est au rendez-vous pour la première fois avec ce niveau d'engagement et d'intensité, parce que la sécurité de l'Ukraine et des Ukrainiens, pour aujourd'hui et pour demain, est aussi la nôtre et celle de l'Europe. Alors Sylvain Kahn, ces garanties de sécurité pour l'avenir en cas de paix, c'est très bien, l'Europe est prête, mais pour l'instant l'Europe est toujours hors jeu des négociations de paix entre Vladimir Poutine et Donald Trump. Oui, mais enfin en réalité, Donald Trump aussi est hors jeu des négociations. Je veux dire, on a eu la confirmation tout au long de l'été qu'à chaque fois que le président américain pense pouvoir dealer quelque chose avec Poutine, il ne se passe rien. Diplomatiquement, celui qui est le plus isolé, en réalité, c'est le président américain. Parce qu'il n'obtient rien, enfin, quand je dis qu'il n'obtient rien, aucune des idées qu'il essaye de promouvoir auprès de Poutine ne passe. Et pendant ce temps-là, on le voit très bien depuis le mois de février, non seulement les Européens, mais l'ensemble des alliés de l'Ukraine, puisqu'il n'y a pas que les Européens, il y a aussi les Japonais, les Coréens, les Canadiens, les Néo-Zélandais, bien sûr, et le Royaume-Uni, bien sûr. Aucun des alliés de l'Ukraine n'a cessé d'être un allié de l'Ukraine. Donc pour l'instant, en fait, ce qui se passe, c'est que la politique de Trump, bon, certes, il lâche les Européens, il n'y a plus d'alliés américains pour les Européens, mais ça, pour autant, l'ensemble des alliés de l'Ukraine continuent à soutenir l'Ukraine et à sanctionner la Russie. Donc, ils sont à leur maximum, ils ne peuvent pas faire mieux sur les ce Européens dossier ? Oui. Mais bien sûr qu'ils peuvent faire beaucoup mieux. Ils peuvent faire même beaucoup plus, mais pour ça, il faut le vouloir. Et pour ça, il faudrait sans doute qu'il y ait un débat. Et objectivement, il n'y a pas beaucoup de débats sur ce sujet, ni dans les parlements nationaux, ni dans la société, parce que pour l'instant, il y a un consensus. Et ce qui est remarquable, c'est que toutes les enquêtes d'opinion depuis le mois de février 2022 montrent qu'il y a une constance dans les opinions publiques, alors avec des variations selon les pays et puis parfois selon les trimestres, pour continuer à soutenir la politique de soutien à l'Ukraine et la politique de sanctions à la Russie. Alors après, on pourrait faire beaucoup plus, puisque pour l'instant, le résultat, c'est quoi ? C'est que ce soutien à l'Ukraine permet aux Ukrainiens de contenir l'agression et l'invasion russe au prix de dizaines et maintenant de centaines de milliers de morts, mais ne permet pas aux Ukrainiens de gagner. Mais voilà. Alors Christophe Préault, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, elle accuse la Russie d'avoir brouillé le GPS au moment de son atterrissage sur la Bulgarie. La semaine précédente, c'était le bâtiment de la délégation de l'Union européenne à Kiev qui était endommagé par l'attaque des drones russes. La guerre hybride de la Russie va très directement viser maintenant les Européens et promet d'ailleurs de s'intensifier. On le rappelait, cet été, il y a eu plusieurs réunions, donc notamment Donald Trump qui a reçu Poutine à Anchorage, en Alaska, puis ensuite une réunion à Washington autour de Zelensky et l'ensemble des dirigeants européens. Bon, ça n'a rien donné, au contraire, Vladimir Poutine et la Russie ont intensifié leurs frappes sur l'Ukraine, ont touché des bâtiments représentant l'Union européenne aussi à Kiev. Donc on le voit bien, l'action dite des États-Unis auprès de la Russie pour essayer d'obtenir un cessez-le-feu n'avance pas. Et au contraire, la stratégie de Poutine, c'est profitons-en, avançons. Et je donne des leçons aussi à ceux qui voudraient un petit peu me dire ce que je dois faire. Donc aujourd'hui... il faut se préparer à demain, comment on agit s'il y a un cessez-le-feu. Mais il y a vraiment une réelle impasse, ça c'est évident. Alors il y a un autre conflit où les Européens manifestent même peut-être davantage leur impuissance, voire sont quasiment inaudibles. La guerre à Gaza et le drame humanitaire qui se déroule sous nos yeux. À la fin du mois d'août à Copenhague, les ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne n'ont pas réussi à définir une position commune de l'Europe sur ce conflit. Et pourtant, à Copenhague, à ce moment-là, la colère des manifestants pro-palestiniens s'était fait entendre à quelques dizaines de mètres d'eux. On l'écoute. Nous exigeons des pays de l'Union européenne qu'ils prennent de véritables sanctions contre Israël qui commet actuellement un génocide. Il n'est pas acceptable qu'ils accordent à Israël des avantages commerciaux et qu'ils leur envoient des armes. Ce n'est pas acceptable.
Voilà, alors regardons d'ailleurs la carte, plus précisément des pays qui reconnaissent cette Palestine. 11 pays reconnaissent, qui sont colorés en vert, vous le voyez. En voie de reconnaissance en jaune, France, Belgique, Portugal, Finlande, Malte, Luxembourg. Qui ne reconnaissent pas, donc Danemark, Croatie, Estonie, Lettonie, Lituanie, Pays-Bas, Allemagne, Italie, Grèce, Autriche. Une carte réalisée d'ailleurs par le site Toute l'Europe, on le précise. Voilà. Est-ce que cette reconnaissance symbolique, Sylvain Kahn, va permettre de mettre la pression sur Netanyahou? Je pense pas. Je pense pas, puisque comme vous le dites, c'est une reconnaissance symbolique. Donc peut-être que ça va être un appui pour les 30 à 40% d'Israéliens qui manifestent et qui sont opposés à la politique du gouvernement, de leur propre gouvernement, à Gaza. Ça, c'est possible. C'est-à-dire qu'en fait, d'une certaine façon, ce que vont faire les Européens, c'est qu'ils vont effectivement à la fois soutenir les Palestiniens qui sont pour la paix, ce qui n'est pas le cas du Hamas, il faut quand même le rappeler, et ils vont également être un point d'appui pour cette très importante minorité des Israéliens qui sont aussi pour l'arrêt de la guerre à Gaza. Je pense que c'est ça le... Mais donc l'Union européenne est impuissante sur Gaza? Mais si vous voulez, moi je pense qu'il faut faire attention avec l'équivalence qu'on fait du point de vue des Européens entre l'invasion de l'Ukraine par la Russie et la guerre israélo-palestinienne. Parce que dans le cas du conflit, de l'agression russe en Ukraine, il y a près de 2300 km de frontières entre l'UE et la Russie et près de 1300 km de frontières entre l'UE et l'Ukraine. Donc si vous voulez, c'est un conflit sur lequel les Européens sont quasiment impliqués et où ils ont des intérêts vitaux. Le Proche-Orient, ça fait 50 ans que les Européens ne sont plus des acteurs du Proche-Orient et n'ont quasiment plus aucun intérêt, même en termes d'intérêts commerciaux, si vous voulez. Donc c'est logique de ce point de vue-là que les Européens n'arrivent pas à s'entendre entre eux, parce qu'il n'y a pas une politique proche-orientale de l'Europe qui est liée à des intérêts vitaux ou à des intérêts majeurs. Voilà. Donc, et d'ailleurs, on ne se pose pas la question de savoir quelle est la politique de l'Union européenne pour le Soudan, quelle est la politique de l'Union européenne pour les Ouïghours. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que là, l'Union européenne est très, très, très loin de sa base et de ses intérêts. Donc, c'est surtout effectivement un problème politique pour plusieurs secteurs des sociétés européennes. Mais Christophe Préau, on sent quand même que ça crée des tensions, des divisions entre les pays européens sur la politique à mener, l'éventuelle pression à mettre sur Israël pour régler le drame humanitaire à Gaza. Oui, bien sûr. D'ailleurs, ça révèle aussi le fait que, d'un point de vue géopolitique, l'Union européenne ne parle pas d'une seule voix. Donc il y a une haute représentante pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, Kallas. Mais sinon, après, chaque État membre aussi, il va aussi de son positionnement et de son porte-parole. Donc aujourd'hui, ça crée forcément des dissensions. Il y a quand même une sorte de consensus, parce que vous savez qu'il y a un accord d'association entre l'Union européenne et Israël, qui est un accord de libre-échange sur des produits agricoles et industriels, et aussi de coopération sur de nombreux secteurs, qui aujourd'hui est en train d'être revu, notamment parce que dans tous les accords que signe l'Union européenne, il y a des clauses de respect des droits de l'homme et des droits humains. Et aujourd'hui, bien sûr, depuis le 7 octobre 2023, ils sont sérieusement bafoués. Donc cet accord sera revu. Est-ce que ça mettra la pression sur Netanyahou ? Peut-être pas. Alors, justement, Aurore Layou, est-ce qu'il y a une inquiétude des jeunes Européens sur leur sécurité future? On voit sur une attente pour que l'Europe pèse davantage sur cette scène internationale. Oui, les jeunes Européens attendent de l'Union européenne qu'elle, effectivement, prenne davantage de place sur la scène internationale dans le cadre du conflit à Gaza, qu'elle continue ce qu'elle fait d'apporter une aide humanitaire pour les populations locales, tout en œuvrant pour résoudre effectivement ce conflit en prônant justement la reconnaissance des deux États qui nous semble effectivement impératif, à la fois donc Israël et la Palestine. Mais nous, ce qu'on dit, et c'est au cœur de notre association, on milite pour une Europe en fait fédérale, qui soit plus intégrée. On part du principe que l'Union européenne
européenne sera en capacité de parler d'une seule voix sur la scène internationale à partir du moment où elle aura un gouvernement européen de la défense qui soit responsable devant le Parlement européen. On milite pour qu'on puisse avoir un budget européen de la défense avec des ressources propres et une armée européenne permanente et pérenne. Sylvain Kahn, on a beaucoup parlé de l'Europe puissance ces dernières années dans tous les sommets. Surtout en France. Notamment, c'est l'intention d'Emmanuel Macron, l'objectif d'Emmanuel Macron. Cette Europe puissance, pour l'instant, on n'y est pas. On le voit parfois. Et on n'y sera jamais. Pour vous, on n'y sera jamais. Mais non, parce que... Même s'il y a plus de fédéralisme, comme le dit Aurore Laloux. Oui, mais parce que, évidemment, il faut s'entendre sur ce qu'on appelle la puissance. La puissance, en sciences sociales, c'est la capacité, en général, d'un État, ou d'un acteur en général, mais d'un État en particulier, à se doter de moyens de coercition pour obliger ou contraindre les autres acteurs à concourir à ses propres buts. Il se trouve que, dans mon analyse, évidemment... Et donc les 450 millions de consommateurs et de citoyens, ça ne suffit pas finalement à peser dans le monde. C'est surtout que je crois qu'en Europe, les Européens sont plus intéressés par la puissance. L'idée qu'on va obliger, contraindre un certain nombre d'acteurs, qu'on va régler des problèmes par la contrainte et par la force, c'est justement le fait que les Européens, de manière très massive, ont tourné le dos à cette idée, qui était une idée très importante pendant 5 siècles, qui a permis de faire l'Union européenne. L'Union européenne, c'est quoi? Ça veut dire que, tout d'un coup, on se rend compte qu'on n'a plus envie d'avoir le moindre conflit avec ses voisins, et de proche en proche avec une trentaine de pays. Donc ça veut dire que, objectivement, avec la fin des guerres coloniales, tous les pays européens, en fait, et les sociétés européennes ont tourné le dos à l'idée de puissance. Par contre, les gens sont, je crois, très attachés à leur autonomie individuelle, à celle de leur pays, à celle de l'UE, à leur indépendance, à leur liberté. Donc à partir de là, être en capacité de faire respecter cette liberté, cette indépendance, oui. Mais il n'y a pas besoin d'être une puissance pour ça. Un mot chacun pour conclure sur l'idée que peut-être la jeunesse européenne attend qu'on se préoccupe plus de problèmes plus concrets. Mais aussi que l'Union européenne s'affirme comme le leader numéro 1 en matière de lutte contre le réchauffement climatique. C'est extrêmement important. Et les jeunes générations ont besoin de cet avenir, de savoir qu'on peut évoluer dans une Europe libre, en paix et unie. Il faut que les 27 restent unis et qu'il y ait un consensus sur tous les sujets qui sont aujourd'hui cruciaux. La relation aux États-Unis, les droits de douane, le nouveau budget de l'UE, la simplification, la compétitivité. Donc tout cela, c'est l'unité. Et c'est la fin de cette première émission d'Ici l'Europe de la saison. Merci à tous les trois d'y avoir participé. Merci à vous, bien sûr, de l'avoir suivi.